L'échiquier international, soyez les bienvenus. Il entre avec Léonard Peltier et Mumia Boujamal dans la catégorie des plus vieux prisonniers politiques du monde. C'est en tout cas à coup sûr le plus ancien prisonnier politique de France. Plus de 40 années d'emmurement qui n'ont pas d'étain sur son regard d'acier qui se confond avec ses revendications politiques. Figure de la cause palestinienne, de la lutte contre l'impérialisme et surtout en finir avec l'hydre sioniste. Tel est son combat communiste, libanais, palestinien de cœur et surtout enfant de toujours du FPLP de Georges Habash. Bien que libérable depuis 1999 selon le droit européen, 9 demandes de libération conditionnelle ont été refusées par la justice française jusqu'à présent. Accusé d'avoir exécuté un diplomate américain et un responsable du Mossad, sa mise en liberté est gelée par des pressions mondialistes. Fier de ses états de service, il dira que ce sont des actes de résistance car en 1982, son pays, le Liban, est en proie à une invasion sioniste appuyée par les Américains. L'échiquier international, ce soir, a voulu se consacrer à une grande figure révolutionnaire du Liban et également de la Palestine. Voici l'histoire de Georges Ibrahim Abdallah. Et justement, pour parler de cette figure révolutionnaire, une figure de proue qui est Georges Ibrahim Abdallah, l'enfant terrible du FPLP, mais aussi de l'action révolutionnaire libanaise, marxiste, on accueille ce soir, pour en parler justement, Jacques-Marie Bourget, journaliste, auteur et surtout témoin, mais également connaisseur de la période dont il est question ce soir. Jacques-Marie, bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonsoir à vous. Alors, Jacques-Marie, difficile de portraiturer en quelques phrases la figure légendaire et révolutionnaire qu'est Georges Ibrahim Abdallah. 40 ans d'emmurement n'ont pas fait tanguer ses revendications politiques, à savoir la libération de la Palestine et du Liban. Vous l'appelez, vous, mon frère, hein, vous le connaissez, connaissez. Qui est donc vraiment cette force de la nature qui est Georges Ibrahim Abdallah, au-delà des hommages qu'on lit ici et là? C'est quelqu'un qui n'est pas du tout difficile à dépeindre parce que c'est un homme qui n'a jamais changé d'un pouce depuis 50 ans. C'est un révolutionnaire. Bon, il est d'origine chrétienne, mais pour lui, ça n'a pas de sens parce que il est athée, il est marxiste et il est donc libanais. Quand il a longtemps été au FPLP, il a côtoyé Habash, Arafat, pas tous les leaders de l'OLP. Et puis un jour, il s'est dit, puisque les Américains et les Occidentaux font la guerre chez moi, et c'est exact que les Occidentaux et les Américains faisaient la guerre par procuration au Liban en alimentant des milices et des choses comme ça. Moi, je vais aller les chercher là où ils sont, à l'extérieur de mon pays. Donc, il a formé un groupe qui s'appelait les Fronts armés, les FARL, et il s'est préparé, il a recruté un petit groupe de camarades, et puis il a décidé de venir en Europe pour se battre, pour faire la guerre, quoi. Et pour faire la guerre comme les Américains ou les Israéliens pouvaient la faire au Liban, c'est-à-dire éventuellement exécuter des gens qui étaient soit des figures de la politique américaine, enfin de la politique, des représentants de l'autorité américaine, soit carrément des agents qui étaient impliqués dans des choses épouvantables au Liban. Donc, il y avait un phénomène de punition dans son action. Et depuis, il n'a pas bougé. Il a refusé alors, tous les gens disent, mais il a refusé de s'amender, il n'a pas présenté d'excuses, etc., etc. Et il n'en présentera jamais, bien sûr, de telle manière qu'il était même très difficile de lui faire demander sa libération, parce qu'il dit, moi, je dois être libéré depuis 1999, si vous vous rendez compte. 24 ans qu'il devrait être libéré. Si on veut pas me libérer, je vais pas faire des prières, je vais pas me rouler par terre, je vais attendre là, je vais aller jusqu'à la mort s'il le faut. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est assez facile à dépeindre parce que sa vie est simple, c'est celle d'un révolutionnaire
qui a pas eu d'accroc, qui a pas eu de chaos, qui s'est lancé dans le combat politique, armé s'il le fallait, et qui se battra jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, Abdallah. Alors, vous évoquez les FARC, qui est l'armée révolutionnaire libanaise, et dont les principales actions étant l'exécution du lieutenant-colonel Charles Ray, qui est attaché militaire américain à Paris le 18 janvier 1984, je crois, qui est en fait un membre de la CIA, faut le dire. Et surtout, on accuse les FARC d'avoir également exécuté Yakov Barismantov, qui est aussi membre du Mossad, mais officiellement le deuxième conseiller de l'ambassade sioniste en France. On accuse également les FARC d'avoir blessé l'attaché militaire à Strasbourg, mais c'est américain, oui. Américain à Strasbourg, oui. Mais Georges Ibrahim Abdallah a toujours dit que c'était des actes révolutionnaires. Il le dit pour sa défense dans la cour de justice. Absolument, il n'a pas cherché d'échappatoire. Je suis un révolutionnaire, j'entends être jugé en tant que révolutionnaire, et je voudrais bien qu'on considère ce qui est fait à mon pays, c'est-à-dire le Liban, ce qui est fait aux Palestiniens, qui sont mes frères, et c'est à cette échelle-là qu'on doit me juger, c'est-à-dire que les gens qui sont des rouages dans ces assassinats, dans ces occupations, dans toute cette terreur, pourquoi ne pas les punir là où ils sont? Pourquoi moi je serais obligé de cantonner ma lutte au petit Liban ou en Palestine? C'est-à-dire, vous parlez des invasions du Liban en 1978 et 1982, qui sont des invasions donc pilotées par l'entité sioniste, mais surtout appuyées par l'armée américaine. C'est ça quand il dit qu'il... absolument. Voilà. C'est pour ça que vous le dites, il va chercher les ennemis du Liban au niveau international. Bien sûr, et même les représentants qui ont été assassinés à Paris n'avaient pas qu'un rôle d'observateur à Paris, c'était des gens qui avaient un rôle de relais, de décision et de transmission important pour ce qui concerne le Moyen-Orient. C'était pas la CIA pour Paris et sa banlieue ou le Mossad pour Paris et sa banlieue. C'est des gens dont la compétence supposée, en tout cas, couvrait jusqu'au Moyen-Orient, fallait surveiller en Europe les mouvements palestiniens, etc., etc. Donc c'était pas des simples agents comme ça, un peu subalternes, pas du tout. C'était des rouages importants dans l'appareil militaire américain et israélien. Des pièces maîtresses, on dira, en tout cas au niveau international, pour comparer, pour ce qui est des opérations militaires à l'endroit du Liban. En tout cas, Jacques-Marie, alors, Georges Ibrahim Abdallah est interpellé en 1984, en octobre, je crois. Absolument. Il est condamné en 86. Il est inculpé au départ que de faux, usage de faux. Il dispose d'un vrai faux passeport algérien ou d'un vrai passeport algérien selon les témoignages qui divergent en tout cas, mais et il paraîtrait qu'il aurait... Donc c'est un vrai passeport qui lui a été donné par les services algériens. Oui, on sait. Mais à l'analyse, par enquête, les services français se sont rendus compte que c'était un passeport de complaisance. C'était les Algériens avaient donné un passeport algérien à Abdallah, sachant très bien ce qu'il faisait, quoi. Bien sûr. On sait que c'était un vrai faux. Voilà, un vrai faux. Au départ, en tout cas, il est accusé d'un faux usage de faux. Mais on sait que les autorités américaines et sionistes font tout pour alourdir sa peine. C'est Yves Bonnet, un directeur de la DST au moment de l'arrestation, qui évoque le rôle joué par les États-Unis et l'entité sioniste dans le maintien de détention de Georges Ibrahim Abdallah. Yves Bonnet le dira, la France a subi tout au long de cette affaire d'énormes pressions diplomatiques pour que celui qui a assassiné non pas des diplomates, c'est ce que vous disiez, mais en réalité des agents de la CIA et du Mossad, service donc secret sioniste, reste en prison. Oui. Si vous voulez, Abdallah, son histoire, elle est absolument atroce parce que d'abord, à Lyon, lui-même va au commissariat de police pour dire, c'est bizarre, je suis suivi par des personnages et des individus, je suis inquiet, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et on se rend compte que les personnages qui le suivaient, c'était des policiers français de la DST, donc c'était évidemment se jeter dans la gueule du loup. C'est là où on a découvert que son passeport était un faux, etc. Mais après,
il a, contre lui, il a tout eu cet homme. C'est-à-dire qu'on devait le libérer. Il y avait eu à Beyrouth l'enlèvement du fils de Gilles Perrault, l'écrivain journaliste, et Le centre culturel. qui était attaché culturel, on devait l'échanger contre Abdallah, c'était fait, tout le monde était d'accord. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On retrouve dans une planque d'Abdallah une valise, et dans cette valise, au miracle, il y a une des armes qui a servi à tuer Barsimentov ou Rej, ou les deux, je ne sais plus très bien. Mais ce qu'on oublie de dire aujourd'hui, il y a encore eu une enquête assez complète de France Info, mais ce que personne ne dit, c'est que dans cette valise, il y a certes l'arme qui a servi à tuer, mais il y a aussi un journal, et ce journal date d'après l'arrestation d'Abdallah. Autrement dit, comment Abdallah aurait pu mettre dans une valise son arme avec un journal qui n'était pas encore paru. C'est donc un montage policier. C'est-à-dire que pour coincer Abdallah, on a monté une embrouille, comme on dit dans la police. C'est-à-dire que, ayant l'arme du crime, on l'a mise dans une valise et on a mis cette valise dans l'appartement ou la chambre d'Abdallah. Donc, l'échange qui était en marche, et c'est pas impossible que ce soit la CIA qui était déjà derrière tout ça. L'échange était en marche, évidemment. Les Américains ont dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a retrouvé l'arme chez lui. Il n'est pas question d'échange. Abdallah doit rester en France et en prison. Enfin, voilà. En tout cas, c'est des négociations. Allez-y, pardon, allez-y. Ensuite, il y a une autre histoire terrible. C'est une histoire de tribunal, c'est-à-dire que le procureur, quand il est jugé en 87, demande une peine de prison inférieure à 10 ans. Alors on dira il était obligé parce qu'il y avait des otages au Liban, donc on peut pas se permettre de prendre des risques, etc. Mais finalement on l'a condamné à la réclusion perpétuelle à perpétuité. Donc là, déjà, il y a eu la justice, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Mais on a découvert 1 mois après la condamnation d'Abdallah, l'avocat d'Abdallah a écrit un livre et il a dit « Je suis un agent de la DGSE », c'est-à-dire les services secrets français. Son avocat était en fait un type assez étrange, un marginal, drogué et tout et tout. Jean-Paul Mazurier qui fera une confession en disant, son supposé avocat au départ, qui dira, dans un livre, qui dira que effectivement j'ai des liens avec la DGSE, il sera remplacé plus tard par le célèbre Jacques Vergès. Donc nous avons l'histoire de l'arme qui a été mise par les policiers ou par je ne sais qui, mais enfin une main qui n'était pas innocente dans la valise. Il y a le procureur qui demande 10 ans, mais bon, on ne le suit pas. Il y a l'histoire de l'avocat qui est en fait un agent de la DGSE. Normalement, immédiatement, le procès aurait dû être cassé et il aurait dû être rejugé, mais jamais, absolument jamais. Et alors, à partir de là, disons à partir de 1987-88, il y a une demande incessante des Américains, mais au plus haut niveau, parce qu'il y a Casey, le patron de la CIA, qui vient à Paris, qui dîne avec Robert Pandreau, qui était un ministre de l'Intérieur, avec Pasqua, ils se partageaient le ministère de l'Intérieur, et qui le menace avec une fourchette et qui lui dit, écoutez, il n'est pas question que ce type soit libéré, etc., etc. Alors, Jacques-Marie, justement, pour qu'on comprenne bien pour le téléspectateur, donc des négociations ont failli aboutir en 1985 à la libération de Ibrahim Abdallah entre les services de sécurité algériens et la DST, mais cela a capoté parce que vous expliquez, car on aurait fabriqué, on a fabriqué des preuves, on a fabriqué des valises. Voilà, on a fabriqué des preuves, on a trouvé une valise magique. Soi-disant dans des planques des phares. Voilà. Donc c'est bien. Je le répète, non, je crois que c'était pas un journal, c'était, il y avait une histoire de corrector, c'est-à-dire quand on écrivait à la machine, on corrigeait avec du blanc, et il y avait des empreintes digitales
Oui. d'Abdallah sur ce correcteur. Donc c'est pas l'arme, je crois. Si, je crois que c'est l'arme. Oui, je Mais dis vous des dites, bêtises, c'est une autre affaire. mais C'est vous, bien l'arme qui a été retrouvée dans une valise avec un journal qui était un journal bien postérieur. Donc Abdallah étant en prison, il n'a pas pu mettre un journal dans cette valise. Donc tout ça est un montage. alors Jacques-Marie Après, il y a Bourget, donc... Oui. Jacques-Marie Bourget, vous dites, on a tout fait à ce pauvre Georges Ibrahim Abdallah. Et il s'agit bien d'une affaire, Georges Ibrahim Abdallah, car il est condamné en 1987 à perpétuité, c'est-à-dire en France, le droit français, c'est minimum 15 ans en perpétuité, hein, Ouais. par un tribunal spécial sur la base Oui. de preuves livrées par les services spéciaux français sans que la défense puisse les consulter. Ça, c'est Voilà. jamais vu depuis Non, non. l'époque coloniale française en Non, Algérie. non, c'était en fait la colonie était déplacée en France, puisque c'est vrai que c'était une justice coloniale, c'était absolument honteux. Et tout ça, c'est la pression américaine et israélienne. La pression israélienne a été très très forte, mais plus discrète. Mais la pression américaine a été très forte, puisqu'il y a eu même des communiqués officiels du gouvernement américain pour dire il n'est pas question de libérer ce personnage. Il y a eu cette espèce de cruche et de malfaisante et d'assassine d'Hillary Clinton, quand on voit son rôle dans la politique étrangère, hein, pour ne parler que de la Libye. Hillary Clinton a envoyé une lettre au gouvernement français pour dire, enfin au ministère de l'Intérieur, pour dire qu'il n'était pas question Alors, de libérer Abdallah. Alors, justement. Et monsieur Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, normalement ce sont les ambassadeurs qui se déplacent et qui vont voir les ministres. Et Valls, lui, il allait directement à l'ambassade américaine pour rendre compte et se faire féliciter. Alors pour Donc, comprendre, oui. Jacques-Marie Bourget, alors on est le 10 janvier 2013, vous parlez d'un récit qui a lieu le 10 janvier 2013, la Chambre d'application des peines de Paris qui examine l'affaire en appel, l'affaire Abdallah en appel, accède à sa 8e demande de libération en la conditionnant à un arrêté d'expulsion du territoire français. Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, reçoit à l'époque un coup de téléphone donc, de son homologue américaine qui est Hillary Clinton, c'est ce que vous expliquez à l'instant, qui lui demande de ne pas rendre la liberté à Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, refuse de signer l'arrêté d'expulsion le 14 janvier 2013. C'est bien la preuve que en tout cas Jacques Vergès le dira, hein, c'est le gouvernement des États-Unis qui oppose un veto intolérable à la libération de mon client qui est Georges Ibrahim Abdallah. C'est les États-Unis qui font la politique de la France en général, mais là c'était très très particulier, c'était effrayant. Mais pourquoi Jacques-Marie Bourget, pourquoi je pense que Ray, pour eux, c'était un rouage important dans la CIA. C'était un militaire, donc par rapport aux militaires, un militaire assassiné, etc., etc. Et pour eux, la France étant un pays fragile, la France ayant besoin des États-Unis pour de nombreuses choses, pour le terrorisme et autres, pour la libération des otages, parce qu'il faut pas oublier que les otages qui étaient retenus au Liban, les otages français, ça joue un grand rôle. Eh bien, on a obéi et puis on s'en fout parce que Abdallah, il représente que lui-même. Il n'a pas de groupe politique, il n'est pas dans l'État islamique, etc. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est plutôt triste, c'est qu'à un moment, en dernier ressort, pour retrouver des arguments pour le garder en prison, les services français ont fait un rapport en disant mais attendez, il s'est converti à l'islam, il est l'islam radical, il a des liens avec les terroristes, les pires terroristes internationaux, de la même manière qu'il a des liens avec Action Directe. Et il n'est pas question qu'on remette un personnage comme ça dans la nature, faut le garder. Alors, l'histoire de l'expulsion, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'à l'époque, avant d'être expulsé du territoire français, fallait qu'il reste 1 an en France, à travailler quelque part, et le soir, à dormir en prison. Donc, si vous voulez, comment Abdallah pouvait accepter d'être en liberté dans la journée dans Paris et rentrer en prison le soir? Il savait très bien qu'il allait se faire descendre, donc il a refusé ce truc-là. Alors, cette disposition a été abrogée par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que maintenant, il pourrait être parfaitement expulsé du jour au lendemain de France. Il suffit que le ministre de l'Intérieur signe le décret et c'est fini. Mais c'est absolument impossible, il y a rien à faire. Alors, il y a un recours qui a été déposé au mois de juin, là, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que ça peut donner.
Alors, il y a un espoir avec la Cour européenne parce que c'est un traitement inhumain et tout ce qu'on veut. Mais bon, à la Cour européenne, les Américains, ils sont présents aussi. C'est absolument quand vous suivez la vie de ce garçon, comme moi je le suis, moi je suis un des rares à ne pas avoir été autorisé à le visiter en prison. Il y a plein de gens qui peuvent le visiter, enfin plein. Il y a des confrères, il y a des militants qui peuvent aller le voir en prison. Moi, on a refusé. Et j'ai une correspondance avec lui. Comment il va? Tout simplement, j'en ai posé la question simplement. Disons, comment il va? Comment il se porte? C'est ridicule de dire qu'il va bien, mais c'est lui qui remonte le moral à son entourage. Je suis un combattant révolutionnaire. Bon, il a absolument aucune confiance dans la justice française. Non, mais pour l'avenir, c'est-à-dire quant à sa libération éventuelle. S'il y avait par miracle une décision européenne, mais il faut pas rêver, ou alors faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Il faudrait faire un scénario, comment dirais-je, c'est un pur scénario, c'est recommencer l'affaire telle qu'elle était à une certaine époque, c'est-à-dire de l'échange du fils de Gilles Perrault contre Abdallah. Alors là, on pourrait imaginer que quelqu'un, prisonnier au Moyen-Orient, un Français, on l'échangerait contre Abdallah. Voilà, J'ai envie de vous poser une dernière question. Je suis désolé de dire ça, mais allez-y. C'est à la limite de la légalité et tout ça, mais il faut bien dire qu'il faut appeler un chat un chat. Et si Abdallah sort, c'est parce qu'un jour, il y a des gens qui vont aller prendre dans la rue un Français ou des Français qui sont déjà retenus quelque part par un groupe militant qui veut absolument sa libération, c'est tout. Il y a pas d'autre solution. Alors, c'est la dernière question, Jacques-Marie Bourget, pardon. Georges Ibrahim Abdallah est finalement un symptôme du droit international occidental, lui qui a combattu pour libérer son pays, le Liban, et la Palestine du joug colonial sioniste. Georges Ibrahim Abdallah qui ont refusé une libération, alors que les bourreaux, par exemple, de Sabra et Shatila, comme Sharon, qui est mort dans sa chambre d'hôtel, sa chambre d'hôpital, quoique c'est une chambre d'hôtel aussi pour le criminel de guerre qu'il était. Oui, on a libéré Maurice Papon. On est dans un monde où Snowden est obligé de se cacher en Russie. Vous avez Samir Jaja. Samir Jaja, bien sûr. Que pense le journaliste d'expérience, aussi le témoin de toute cette séquence, vous qui avez vu ce chamboulement de cette région, qui avez vu aussi le changement de la France par rapport à ça, comment vous jugez ce contraste? J'ai vu sur le terrain ce que c'était, j'ai vu l'horreur que vivaient les Palestiniens et certains Libanais. Je veux dire, l'oppression extérieure était absolument terrible, notamment américaine et israélienne, qui voulait dépecer le Liban pour en faire une terre personnelle. Donc j'ai vécu ça, et que des gens se révoltent pour combattre une telle politique, ça me semble tout à fait normal, mais bon, faut être gonflé, hein, parce qu'entre le discours et le passage à l'acte, c'est quand même très compliqué. Et lui, il n'y a pas beaucoup de gens comme lui. Il y a des gens qui posent des bombes devant des magasins ou dans des lieux publics. Lui, c'est un combattant, c'est une sorte de c'est un soldat. Guerrier, quoi. C'est un guerrier-héros. Et moi, j'ai des comptes à régler, on les règle, et j'élimine les gens qui sont absolument nocifs et qui sont des criminels par rapport à mon pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est dur de dire ça en France, puisqu'en France, on va en prison pour pour simplement dire qu'Israël est un État colonial. Donc, dire que Abdallah était un militant combattant, j'allais dire exemplaire dans son système, c'est très très mal vu en France de s'exprimer comme ça. Jacques-Marie Bourget, merci pour tous ces éléments, merci pour votre témoignage très passionnant. On a voulu rendre hommage à Georges Ibrahim Abdallah aujourd'hui, qui est une torche, une étincelle pour la résistance en général, et particulièrement la résistance palestinienne. Merci de nous avoir aidés à cet hommage. Je vous dis à très bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News. Et je vous retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.